Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix de ce lundi 16 juin. Cécile de Ménibus arrive, elle est juste à côté, là, elle va nous rejoindre dans quelques instants. Bonsoir, on va présenter nos vraies voix en attendant. Bonsoir, elle arrive. Cécile de Ménibus arrive, c'est bien. Bon, on peut l'applaudir, parce qu'on a les stagiaires qui sont là, vous voyez. Vous voyez, je ne sais plus lancer l'émission quand vous n'êtes pas à côté de moi. C'est ce qu'on appelle une régression en psychanalyse. On va parler de philosophie tout à l'heure. Je vois ça. J'avais juste pas mes lunettes, je sais pas où je les ai mises. Je me demande si je les ai pas achetées. Bon, vous les avez sous les yeux. Vous nous faites une, comment il s'appelle, le Castex, là. Non, c'en est d'autres. Ah bon, je les ai nettoyés et ça se trouve, je les ai jetés avec, dans une poubelle. Bon, écoutez, c'est pas grave. D'accord, il y a François qui vérifie s'il a bien les siennes. Je pense que toi, Philippe David, c'est bon, vous avez les vôtres. Il y a un mystère, Et vous avez votre chemise, Philippe Biger, ce qui est quand même assez étonnant en rentrant du week-end du Cap d'Agde, je ne comprends pas. Françoise, ça ne fait jamais qu'un milliard de fois qu'il sort cette ânerie. À chaque fois, elle nous fait rire. À Cap d'Agde. Elle n'est pas totalement faux non plus. Oui. Fausse non plus. Non, mais Sud Radio, parlons vrai. Vous limitez mon érotisme à ce lieu-là, mais il en a de multitudes. Vous inquiétez pas, on va trouver Philippe Bilger. Vous inquiétez pas. Vous allez être le prochain invité de Brigitte Lahaye, c'est bien. Si vous avez des photos en petite tenue de Philippe Bilger, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300. Brutalement. Non, écoutez, on a tous de des saisissement. Oui, d'admiration. Un saisissement admiratif. N'oubliez pas qu'il y a de jeunes intelligences qui nous écoutent. Et à la jeunesse qui arrive, on la déforme déjà. Comme si la jeunesse ne faisait pas de blagues pourries. Ah oui, on m'appelle, je crois. Bref, en tout cas, on est content de vous avoir. C'est les photos de Philippe. Au 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue pour ce lundi. Allez, le grand débat du jour. Le sommaire de cette émission, c'est à 17h30. Israël et l'Iran continuent de se frapper. L'État hébreu indique avoir visé des centres de commandement des gardiens de la Révolution lors de cette 4e nuit de frappe. Côté israélien, le dôme de fer n'a pas pu intercepter tous les missiles. Le bilan s'est alourdi à 11 morts ces dernières heures. Alors parlons vrai. Est-ce que le régime des mollahs, déjà fragile, est encore plus fragilisé par ce conflit? Et à la question, le conflit israélien va-t-il faire tomber le régime des mollahs? Vous dites oui à une très courte majorité de 51%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Christian Mallard, sera avec nos consultants diplomatiques internationaux de I24 News. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Notre avenir dépend-il de la technique? Sommes-nous libres en toutes circonstances? Avons-nous besoin de l'art? 530 000 élèves de terminale générale ou technologie ont planché ce matin pour la philosophie traditionnelle. Qu'ils sont pas planqués. Oui. Coup d'envoi des épreuves du baccalauréat. Alors parlons vrai. Est-ce que cette matière que seule ou presque la France enseigne vous paraît essentielle? Et à la question, la philosophie a-t-elle une raison d'être au baccalauréat? Vous dites oui à la majorité des 2/3, 66%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Il faudra réciter du Kant ou du Bergson à haute pour qu'elle vous donne la parole, je vous préviens. Et notre invité Gabriel Alpern sera avec nous, docteur en philosophie, diplômé de l'école normale supérieure et auteur de Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain aux éditions Fayard. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, vous l'avez entendu, il revient de je ne sais pas où, en tout cas je ne vais pas le dire, Philippe Bilger est avec nous. Mais je reviens d'une fin de semaine parfaitement honorable. Voilà, ma chère. Voilà. Comme ça on pourra vous rhabiller pour l'hiver dans cette émission. Françoise de Gaulle est avec nous, éditorialiste. Bonsoir Françoise. Ça va super bien. Ça va super bien. Eh bien, tant mieux. François Hurel est avec nous, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas eu. Ah oui. Eh oui, vous êtes content? Je suis ravi. Eh bien, écoutez, ça se voit pas beaucoup, mais en tout cas, vous allez nous le montrer. Et ce numéro de téléphone, le 0828 300 300, avec Anthony, avec Hervé qui nous appelle d'Anthony, décidément. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Et votre coup de gueule, c'est la banalisation de l'antisémitisme. Oui, en fait, en réalité, je suis pas vraiment surpris parce que, si vous voulez, on s'occupe de, ceux qui sont, en partie au pouvoir, notamment dans les médias
du service public sont antisémites quand il s'agit alors je dirais de la véritable extrême droite, c'est-à-dire de l'ancien sémitisme d'extrême droite des années 1920 ou même avant, 1930, etc. Mais à partir du moment où il s'agit d'un nouvel antisémitisme qu'il ne nomme pas, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que c'est un antisémitisme arabo-musulman, il n'en parle pas. Et donc c'est hyper scandaleux. Je vois que même le président de la République qui part de lavage de cerveau à propos de soi-disant faits divers qui sont des faits de société, ne prend absolument pas la parole sur ce problème-là. Alors que si ça avait été un néo-nazi ou un nazillon, si vous voulez, et bien évidemment, il aurait pris la parole. Parce que ça correspondait à sa grille de lecture. À partir du moment où ça ne correspond pas à leur grille de lecture, et ils ne réagissent pas. Donc c'est tout l'ensemble de la gauche, le Parti Socialiste, sauf bien sûr Jérôme Gage, et puis l'ultra-gauche, n'en parlons pas, puisqu'elle a versé dans l'antisémitisme. Voilà. Alors, on va faire réagir les vrais voix. On peut appeler ça banalisation. Moi, je suis frappé par le fait que pour l'antisémitisme, comme dans des matières, je dirais, encore plus graves parce que matériellement criminelles, eh bien, il y a une forme de dénonciation qui, bizarrement, n'a aucun effet sur l'éradication. Plus on dénonce l'antisémitisme, plus il progresse dans les propos et dans les actes. Et ça, c'est un mystère. Je pourrais y répondre, mais ça prendrait trop de temps. Oui, et dans le micro, ce serait mieux. On peut y répondre avec Jean-Paul Sartre, on peut répondre sur la question de l'antisémitisme. C'est pour ça que je le découpe pas en morceaux. D'abord, il n'y a pas que Jérôme Gage qui est pas antisémite au Parti Socialiste. Hein. Le Parti Socialiste n'a jamais posé le moindre acte antisémite et le Parti Socialiste n'a pas bégayé quand il s'est agi le 7 octobre d'expliquer que le Hamas était vraiment une organisation, comment dirais-je, terroriste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, premier pogrom en 1 à Alexandrie. Donc, si vous voulez, on est 2025 ans plus tard et c'est récurrent. Alors moi, je veux bien qu'on explique que l'antisémitisme est de gauche. Enfin, l'antisémitisme, il est général. Vous le trouvez dans toutes les couches de la société. Vous avez encore des gens dans la bourgeoisie qui disent pas les Juifs, qui disent les Israélites. Hein. Je suis désolé, j'entends encore ça en 2025. Donc, combattons-le avec l'idée que de toute façon, il est prégnant. François Hurel. Moi, je trouve que c'est un sujet qui rejoint ce que, puisqu'on va parler un peu philosophie, il y a des vrais sujets, ça rejoint un peu la philosophie et la façon dont on aborde la liberté. Ça, c'est pour moi, en fait, un premier point. Et le second point, je rejoins ce que vous disiez, Philippe, c'est la banalisation, finalement, de tous les sujets liés à la violence. On a tout banalisé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sujet qui soit interdit, tabou, incompréhensible. Maintenant, on peut tout dire. Et c'est ça qui est dramatique. Et il y a un relativisme dramatique, d'ailleurs, dans nombre de domaines. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup en tout cas pour ce sujet. Hervé, vous êtes notre vraie voix du jour. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Je m'interroge sur un tweet que j'ai fait hier. Et peut-être ai-je eu tort. Ah, très bien. Eh bien, écoute, c'est bien de manière parfaitement étrange, mais ça peut arriver. Ben voilà, c'est ça. On en parlera dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez participer à l'émission. Vous êtes bien entendu les bienvenus jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et bienvenue dans les vraies voix. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Et vous, heureux de vous retrouver? Écoutez, on est très heureux en tout cas d'être là avec vous jusqu'à 19h. Avec autour de cette table un petit nouveau. François Hurel est avec nous, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Ça va, François? Bien, je peux vous appeler François. Ravi de. Oh bah oui. Surtout. Ah bah oui. On a Françoise et François. Françoise et François. Yes, avec Françoise Degois qui est avec nous, bien entendu. Philippe Bilger, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Et avec Philippe David, on vous souhaite la bienvenue jusqu'à 19h. Et tout de suite, dans un instant, les trois mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? Pas d'excuses, mais une bonne douche froide pour tout le monde, répond le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. LFI s'indigne, voire menace après ces mots salopards antisémites employés par Jérôme Gage au sujet de Jean-Luc Mélenchon. François Bayrou justifie la fermeture de stands israéliens au salon aéronautique du Bourget avec Gaza en toile de fond. Ces entreprises n'étaient censées présenter que des armes défensives, dit le Premier ministre. Et puis on va parler de cet hommage, le rempart du don de soi face au chacun pour soi. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a présidé un hommage national aux deux jeunes pompiers morts en intervention la semaine dernière. En 3 mots, donc salopard, armement et hommage. Et tout de suite, le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et votre heure est histoire, monsieur le procureur. Aujourd'hui, la dénonciation apocalyptique de l'extrême droite et l'espérance. C'est pas long, non. Non. Non, Vous avez fait un tweet sur Jérôme Gage. Voilà, Exactement. Vous avez permuté vos deux oui, sujets. je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais non, mais vous avez dit on revient en arrière. Non, mais dit on revient en arrière. tout le monde, Pendant la et- pause. Et sinon, vous allez vous engueuler dans l'émission. Vous Comment avez ça se passe perdu la mémoire, pas grave. Appelez-moi la police. Mais Sécurité. Cécile, en effet, hier, quand j'ai lu que Jérôme Gage avait traité dans un congrès socialiste, dans un discours enflammé, Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, j'aime beaucoup Jérôme Gage. Tout de même, mon premier mouvement a été de critiquer dans la forme ce qui est une insulte. Et puis, peu à peu, depuis hier et encore hier soir, j'entends beaucoup de gens, et même sur le plan médiatique, justifier cette expression très insultante à l'égard de Jean-Luc Mélenchon en disant que Jérôme Gage en a subi trop dans les manifestations où il était insulté, partout où il allait, et que donc il était normal qu'il réagisse de cette manière. Et je me suis dit, peut-être, j'avais eu tort avec cette propension à attacher trop d'importance à la forme, alors qu'on peut comprendre que dans certaines circonstances, elle passe un peu au second plan. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Pourquoi ? Parce que j'apprécie beaucoup Jérôme Gage, je le défendrai toujours. Mais Jérôme Gage devait se maîtriser. Vous savez, il n'est pas le seul. Vous avez Emma Rafovic, qui est députée européenne, qui s'est fait insulter pendant toute la campagne, ok ? Qui se fait insulter en permanence, en plus parce que son oncle est porte-parole de... Et elle est socialiste. Et elle se maîtrise. Je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas, quand vous êtes un homme politique, digne de ce nom, employer les mêmes méthodes que la personne que vous dénoncez. Jean-Luc Mélenchon pourrait faire une chose comme ça à la tribune d'un de ses meetings. Moi, vous savez très bien que je ne peux pas être soupçonnable d'antisémitisme et d'amitié mélenchonienne. Mais quand j'ai entendu ça, mon sang n'en fait qu'un tour. Tu te maîtrises. Tu te maîtrises. Il y a énormément d'élus de gauche qui sont juifs et qui se font friter, presque tabassé dans les manifestations. Le 1er mai, il y avait aussi Emma Rafovic, il y a Raphaël Glucksmann. C'est pas toute la journée qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon et toute la journée qu'on se maîtrise. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qu'il a gagné, Jérôme Gage ? On a gagné la leçon de Jean-Luc Mélenchon qui demande des excuses. Même Jean-Luc Mélenchon, même Le Pen pourrait parler comme ça. Même Jean-Luc Mélenchon parlerait comme ça. Mais on ne parle pas comme ça, même si on en a ras-le-bol. On se maîtrise. François Hurel. Pardon, ça m'énerve tellement. Alors moi, je suis très partagé. Parce que de façon claire, je pense que Jean-Luc Mélenchon a récolté ce qu'il a semé. Finalement, à un moment donné, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il fallait le dire. François, qui ça sert ? Alors, ça sert. Non. Ça soulage. Non, pas du tout. Bah voilà, c'est un exutoire. Effectivement, on retourne le buzz. On retourne le buzz. Et enfin, on entend une phrase. Bien sûr que si. Regardez, il est en position de défense et il demande des excuses. Mais il est en position de rien du tout. Il est en position de force. Non, il n'est pas en position de Bien force. sûr que si. Il a fait la morale tout le week-end au Parti Socialiste. Tout le monde s'est rendu compte que son excès de propos avait finalement agacé tout le monde et que maintenant, l'excès de propos pouvait avoir pour réponse un excès de propos. Alors, il faut le faire une fois, pas deux. C'est là où je suis en fait partagé. Il pouvait le faire une seule fois. Il l'a très bien fait dans un très bon congrès. Allons-y. Maintenant, stop. Il ne faut plus le faire. Et donc, c'est pour ça que l'avoir fait une fois, moi, j'admire. Il fallait le faire, il fallait le dire, et bravo à lui. Enfin, quelqu'un dit des choses, des vérités. Mais tout le monde dit que Jean-Luc Mélenchon a sombré dans l'antisémitisme. Mais bien sûr que si. À le câliner en disant mais non, mais les gens Allez, François, c'est certainement au-delà de l'antisémitisme, c'est de la provocation systématique et à force, évidemment, on peut peut-être comprendre. En tout cas, merci pour ce sujet, Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Et ça commence bien avec les 3 mots de l'actu. Le premier, salopard. Le second, armement. Le troisième, hommage. Olivier Faure appelle tout le monde à prendre une bonne douche froide, mais il refuse de présenter les excuses du PS après cette polémique sur Jean-Luc Mélenchon, un salopard antisémite selon son ex-ami Jérôme Guedj. Des entreprises d'armement israéliennes exclues du salon aéronautique du Bourget. Elles n'étaient censées exposer que des armes défensives, justifie François Bayrou, évoquant aussi la situation moralement inacceptable à Gaza. L'actu, c'est évidemment ces frappes meurtrières entre l'Iran et Israël. Ce sera le coup de projecteur des vraies voix dans un instant. Puis à 18h40, dans le coup de projecteur, on évoquera ces 530 000 terminales qui ont planché sur la philo. Coup d'envoi du bac. Sommes-nous libres en toutes circonstances, ou bien encore notre avenir dépend-il de la technique? Grande question. Avant ça, cet hommage national aux 2 jeunes sapeurs-pompiers morts ensevelis en intervenant sur un incendie dans l'Aisne. Bruno Retailleau rend hommage au civisme du feu au péril de leur vie. Les vraies voix Sud Radio. Une bonne douche froide pour se remettre de la gueule de bois des lendemains de congrès difficiles. Méthode préconisée par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. La France insoumise lui réclamait des excuses au nom du PS suite à ses propos en tribune de Jérôme Guedj, le député PS de l'Essonne et ancien proche de Jean-Luc Mélenchon, dont il a même été assistant parlementaire à une autre époque. Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine, de la mer à la rivière, je défends la position historique des socialistes, notamment celle de François Mitterrand à la Knesset en 1982, qui est celui de la solution à 2 États, de la sécurité d'Israël et de la reconnaissance de l'État palestinien. Et qu'à ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens. J'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Des propos suite auxquels un fidèle beaucoup plus récent de Jean-Luc Mélenchon, Sébastien Delogu, a commenté menaçant « Je me languis de croiser Jérôme Guedj à l'Assemblée nationale ». Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, de son côté, réclamait donc des excuses d'Olivier Faure au nom du PS, le premier secrétaire qui lui a répondu ce matin chez nos confrères de France 2. Je ne veux pas entrer dans toutes ces polémiques. Et la réalité, c'est que la France insoumise ferait bien de balayer devant sa propre porte, elle aussi, parce que les injures, les colibés permanents, etc., même contre Jérôme Guedj, contre Emma Rafovic, contre beaucoup d'autres, contre ma personne aussi, franchement, tout ça n'est pas à la hauteur. Et donc, à un moment, il faut justement prendre un peu de hauteur. Tous ces gens-là devraient prendre une bonne douche froide et se calmer. Parce que, franchement, quel est l'intérêt de venir jouer maintenant des muscles, etc. La politique mérite mieux, non? Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Et le deuxième mot, armement. François Bayrou justifie la fermeture des stands israéliens au salon de l'aéronautique de Bourget. La fermeture de stands d'entreprises israéliennes d'armement a suscité un grand émoi, notamment chez beaucoup de défenseurs de l'État hébreu. Décision justifiée tout à l'heure par François Bayrou au regard de la situation à Gaza. Le Premier ministre a réaffirmé en revanche la légitimité d'Israël à combattre le programme nucléaire de son voisin iranien. La préparation de ce type d'armement nucléaire était évidemment un danger immédiat. Pour autant, et en fonction de la situation à Gaza, dont tout le monde sait que la France considère qu'il y a là une situation terrible pour les Gazaouis, une situation humainement et du point de vue humanitaire, du point de vue sécuritaire extrêmement lourde, la France a tenu à manifester que les armements offensifs ne devaient pas être présents dans ce salon. Voilà, des stands israéliens qui étaient supposés ne présenter que des armes dites défensives. Donc François Bayrou au Bourget, au micro de l'AFP. C'est pas le grand n'importe quoi, parce que désolé, mais un avion de chasse, c'est défensif ou c'est offensif? Désolé, c'est les deux à la fois. Voilà, non, mais ça dépend si vous allez bombarder l'adversaire ou l'ennemi, ou si vous êtes là pour abattre ses avions. Un fusil, c'est défensif et offensif, c'est n'importe quoi. Qu'on fasse ces distinguos pour tous les États. Hein. Oui. Françoise de Gaulle. Oui, moi je vais passer pour l'horrible réactionnaire, mais je pense que la position d'Emmanuel Macron est la bonne aujourd'hui sur Israël et l'Iran, et je ne comprends pas. Écoutez, c'est de la faudercherie ce qui se passe au Bourget. C'est-à-dire qu'on met un mur, c'est grotesque, on met un mur noir, ok, on met un mur noir. Mais la réalité, c'est qu'on continue à vendre des armes, on continue à faire du business, on continue à avoir un accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les bras m'entendent, et puis François Bayrou...
Non, mais honnêtement, est-ce que vous entendez ce Premier ministre? Vous demandez, est-ce qu'il y a un Premier ministre dans ce pays? Il y en a un. François, mais quelle fausse pudeur. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quelle fausse pudeur. On vend des armes, on le sait très bien. Alors moi, c'est pas pour faire du bien, les armes offensives ou défensives, désolé. Moi, je pense que, ou alors on supprime tous les salons d'armement, point. Ou alors je suis assez d'accord, c'est pas mal votre truc là. Mais non, ça fait vivre des milliers de personnes. Ça fait vivre beaucoup de gens. Non, comme le Sofis, c'est pas ouvert au public. À ce moment-là, vous le faites que non ouvert au public. En disant mais qu'on arrête, c'est vraiment de la fausse pudeur absolument à 2 balles, en disant mais oh là là, et finalement on va pas présenter une arme parce qu'elle est offensive. Mais une arme, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça s'appelle à tuer. Troisième mot, hommage, celui rendu aux 2 jeunes pompiers morts en intervention dans l'Aisne. Hommage national à Tanguy Mosin et Maxime Prudhomme, 22 et 23 ans, morts ensevelis en intervenant sur l'incendie d'un bâtiment dans le centre-ville de Laon la semaine dernière. En présence de leurs 2 cercueils et d'une centaine de sapeurs-pompiers, le ministre de l'Intérieur a évoqué leur mémoire sur la place d'armes de l'affaire, la commune où étaient affectés les 2 jeunes hommes qui avaient récemment été faits caporaux. Leur civisme était ardent, car c'était le civisme du feu, le civisme de tous les soldats du feu. Un civisme engagé, celui de tous ceux qui ne restent pas tapis dans la tranchée des tranquillités, mais qui, toutes les 7 secondes en France, montent au front des opérations, exposent leur corps, risquent leur vie pour le service des autres, pour le service des nôtres, de tous les Français. Car c'est cela une vie de sapeur-pompier, opposée aux assauts du chacun pour soi, le rempart du don de soi, se donner aux autres sans rien attendre en retour, sinon le bonheur de protéger et la joie de sauver. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, les 2 jeunes pompiers ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous. Vous voulez dire un petit mot, Philippe? Non, mais on a François, très peu de temps. Moi, je veux bien dire une chose. Très vite. Je suis ravi. Je suis effectivement extrêmement favorable à ce qu'il y ait cet hommage. J'aimerais qu'on rende aussi en fait un hommage à ce pompier qui a été blessé et renversé par un jeune qui faisait du rodéo en fait en voiture et qui s'est permis ensuite de lui cracher dessus. Franchement, là, on devrait aussi lui rendre hommage. Merci en tout cas pour ce témoignage. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour. Israël et Iran continuent de se frapper dessus. L'Iran promet une réponse dévastatrice aux attaques israéliennes. Alors parlons vrai. Est-ce que le régime déjà fragile est encore plus fragilisé? À cette question, le conflit israélien va-t-il faire tomber le régime des mollahs? Eh bien vous dites oui à 50% et non à 50%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité dans quelques instants, Christian Mallard, sera avec nous, consultant diplomatique international de I24 News. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de votre fidélité à Sud Radio, merci en tout cas d'être si nombreux à nous écouter avec Philippe David et nos vraies voix du jour. Ça va mon Philippe? Ça va très bien, et vous Cécile? Très bien, tant mieux. Avec autour de cette table Françoise Degois, éditorialiste, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Il est bien notre petit François Hurel, hein? Ah ouais. Mais on n'a pas pu encore le juger, dans le micro contredire. Voilà. Ça ne va pas tarder. Vivement la contradiction. Soyez les bienvenus. Il est très bon. Allez, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Explosion dans la capitale iranienne. Salve de missiles dans le ciel israélien. Jusqu'où ira l'escalade militaire entre les 2 pays ennemis? Nous avons en effet le sentiment que cette guerre est en train de rapidement prendre la dimension d'une guerre totale. Le bilan humain s'alourdit dans l'État hébreu, de nouveau frappé dans la nuit, notamment la ville de Haïfa, dans le nord. Lorsqu'Israël a déclenché le vendredi 13 ses frappes contre l'Iran, on pouvait déjà s'attendre à ce que ça tourne mal. Nous savions que ce que nous avons entrepris aurait un prix. Et cela démontre l'intérêt d'avoir agi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. On est en train d'ouvrir une boîte de Pandore sans avoir la moindre idée de la façon dont pourraient se dérouler les phases à venir. Quitter les territoires occupés, car ils ne seront certainement plus habitables. Et l'Israël et l'Iran continuent de se frapper. L'État hébreu indique avoir visé des centres de commandement des gardiens de la Révolution lors de cette 4e nuit de frappe. Côté israélien, le dôme de fer n'a pas pu intercepter tous les missiles. Le bilan s'est alourdi de 11 morts ces dernières heures. Alors parlons vrai. Est-ce qu'un soulèvement populaire pourrait naître en Iran ou au contraire, les bombardements vont-ils ressouder les Iraniens autour du régime? Et à la question, le conflit israélien va-t-il faire tomber le régime des mollahs? Vous dites toujours oui à 50% et non à 50%.
Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Christian Mallard est avec nous, consultant diplomatique international de I24 News. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. Malgré les inévitables ripostes iraniennes qui font des morts en Israël, je pense tout de même que l'organisation générale de l'attaque préventive contre l'Iran montre un très grand succès de la part d'Israël. Elle est préparée de longue date, puisque paraît-il depuis des années, en tout cas depuis 8 mois déjà, on préparait cette offensive. Deuxième élément, et pour aller vite, parce que ça pourrait évidemment nous prendre beaucoup trop de temps, il me semblerait aujourd'hui qu'Israël ne serait pas cohérent dans son offensive s'il s'arrêtait à la destruction des menaces militaires et nucléaires. Il me semble que pour justifier cette attaque de grande ampleur qui touche maintenant un ensemble de lieux emblématiques pour la structuration d'un État, Israël n'a pas d'autre choix que d'aller au bout et d'espérer que cet espace iranien soit tellement fragilisé qu'en définitive, le guide suprême et ceux qui le soutiennent n'aient pas d'autre choix que de disparaître. L'information vient de tomber. Israël vient d'attaquer la télévision d'État iranienne. Ça tombe à l'instant. Françoise Degois. Écoutez, moi je fais partie des gens qui ne mettent pas sur le même plan les mollahs et je ne peux pas défendre la République islamiste et expliquer que Israël est un fauteur de troubles, un danger pour le monde et que, comment dirais-je, c'est pas bien d'avoir fait cette guerre. Ça fait 40 ans que l'Iran veut détruire Israël dans tous les mots, dans toutes les expressions, à travers ses proxys. Hamas à Gaza, Hezbollah au Liban, Houthi au Yémen. Ça fait 40 ans que ça dure. Le 7 octobre, ça a été le summum, ok ? Derrière, bien sûr, il y a l'Iran. Donc, Israël, je n'aime pas Benjamin Netanyahou, je le combattrai toujours. Si je vivais en Israël, je serais tous les samedis en train de manifester contre lui. Je dis juste que là, la réalité des faits, la réalité géopolitique, c'est qu'en plus de ça, les focus généraux occidentaux, la faudercerie générale, tout le monde sera heureux qu'Israël ait mené ce combat. Tout le monde sera heureux qu'Israël se soit mouillé pour aller détruire ce régime. Certains vous vous rendez compte que vous avez Jean-Luc Mélenchon, vous avez des gens à gauche qui parlent du droit international pour la République islamiste, qui tue ses enfants, qui tue ses femmes, qui a fait sauter des bombes dans Paris en 86, faut-il le rappeler, qui massacre des civils, sa propre population, et on parle de droit international avec l'Iran, mais de qui on se fout en fait? François Hurel. Alors moi, le problème, c'est qu'une guerre, quand on la commence, il faut savoir où on va l'arrêter. Vous disiez tout à l'heure... En général, on ne sait pas, Philippe, je vous le dis franchement. En général, on peut le savoir maintenant. Vous disiez, je suis d'accord avec Philippe. Où est-ce qu'est le bout? Mais on ne le connaît pas, le bout. Et c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que... c'est l'escalade. Mais c'est l'escalade. Et c'est l'escalade. Et ce qui me gêne, c'est que c'est une escalade qui n'est pas calculée. Moi, je pense s'il s'agit de taper sur tout ce qui concernera l'enrichissement nucléaire, le risque de la bombe, il est évident que Israël a parfaitement raison. S'il s'agit de déstabiliser un régime, la vraie question, est-ce que on est en droit de déstabiliser en fait un régime? La réponse est sans doute, je m'interroge. C'est pas ce rôle-là. Ce rôle-là, il est de se prémunir contre le risque. Bien sûr. Et il ne faut pas aller au-delà de ça. Mais moi, je vais juste rajouter rajouter une chose en disant que tout est, à mon avis, extrêmement bien préparé et que l'idée est quand même de mettre ou Reza Pahlavi ou en tout cas d'autres démocrates. Reza Pahlavi étant le fils du Shah d'Iran. Bien sûr. Allez, Christian Mallard est avec nous, consultant diplomatique international sur I24 News. Bonsoir. On vous laisse la parole parce que le temps est compté. Une question, Christian Mallard. L'objectif numéro 1 de ces bombardements, c'est renverser le régime ou détruire le programme nucléaire iranien? J'ai envie de vous dire les deux, mon général. Ah bah, vous m'avez mis un bon grade, c'est bien. Moi, je parle très facilement de ce problème parce que je ne suis ni juif ni musulman. J'ai passé 3 ans en Iran sous Khomeini et j'ai appris à connaître ce régime. Et je dis qu'aujourd'hui, ce régime était vraiment une menace existentielle pour Israël. Les ayatollahs, que ce soit Khomeini qui n'est plus de ce monde ou Khamenei aujourd'hui, n'ont qu'une idée en tête, c'est de détruire Israël. Alors je pose toujours la question à des gens qui me disent mais qu'est-ce qui se passe, comment vous expliquez tout ça et tout.
Je dis, écoutez, mettez-vous à la place des Israéliens. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui, vous accepteriez de discuter, de traiter avec un pays comme l'Iran qui veut votre peau, qui veut votre destruction? C'est évident que non. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est là. La boîte de Pandore, c'était dans les extraits que vous avez passés tout à l'heure, quelqu'un disait « une boîte de Pandore est ouverte ». Oui, la boîte de Pandore est ouverte. Simplement, il faut, sans prendre parti, souhaiter que Israël donne la leçon à ce régime iranien. Je lisais tout à l'heure une information qui disait que les Israéliens avaient jusqu'alors la possibilité de liquider, entre guillemets, Khamenei. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent l'amener à démanteler son programme nucléaire. Ça ne sera peut-être pas simple. Tout ce que je sais, c'est qu'on déplace Khamenei d'un endroit à un autre. Il était encore hier dans un endroit, dans un bunker du centre de Téhéran à Pastor, et on l'a déplacé dans le nord-est du pays, enfin de la capitale, à Lavizan. C'est un quartier, j'allais dire, très résidentiel qui pourrait être l'équivalent de Neuilly dans la région parisienne. Il est dans un bunker. Il y a un hôpital de campagne qui est mis sur pied en sous-sol. Donc les Iraniens se préparent peut-être au pire. Moi, j'ai vécu la première révolution il y a 46 ans. J'étais dans l'avion de Khomeini, le fameux Airbus d'Air France, quand il est rentré à Téhéran. Je me trouvais avec 149 confrères et consoeurs du monde entier pour assister au renversement du Shah d'Iran. Là, aujourd'hui, pour l'instant, je note que ça ne bouge pas, qu'il n'y a pas de mouvement de panique de la part de la population, dont on sait qu'une majorité en a ras-le-bol du régime, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que pour l'instant, il n'y a pas de velléité de la part de la population de manifester, de courir dans les rues. Parce qu'il y a 46 ans, les gens commençaient à fuir, ça courait dans tous les sens, et puis les gens sont partis, se sont réfugiés à l'étranger, dans les pays voisins, donc voilà. Mais Christian Mallard, vous étiez donc dans l'avion et quand Khomeini kidnappe littéralement la révolution et en fait une république islamiste théocratique. Donc vous avez assisté à cela et à l'effroi évidemment de tous les gens qui avaient mené la révolution contre le Shah d'Iran, notamment les communistes qui ont eux-mêmes été persécutés. Donc vous savez très bien qu'à un moment donné, un régime de terreur, même si vous ne voyez pas les signes de la population pour le moment, la population, elle va sortir. Ils sont très courageux les Iraniens, ils l'ont montré avec Femmes, Vie, Liberté. Je pense qu'ils attendent... Les femmes surtout sont très courageuses. Non, mais ils attendent le momentum. Je ne sais pas, je vous pose la question, mais ils attendent le momentum. Oui, non mais c'est sûr qu'il y a une volonté à une grande majorité de liquider ce régime, ils n'en peuvent plus. Alors on va voir maintenant à travers ce qui se passera dans les rues de Téhéran et d'autres capitales. Moi je disais hier, j'étais sur l'antenne de I24 News, j'ai expliqué que moi je passais au peigne fin ce qui se passe dans les différents endroits du pays, et j'étais en train de dire que si on voit des mouvements de panique ou de gens qui descendent dans la rue, qui commencent à se révolter dans des villes religieuses comme Mashhad, Tabriz ou la ville sainte de Qom, là, à partir de ce moment-là, on pourra peut-être se dire que c'est le début de la fin. Mais on n'en est pas là. C'est encore trop tôt, d'autant plus même qu'on a un Donald Trump qui s'aperçoit qu'il a été dupé par le régime, et Donald Trump a toujours cru qu'on pouvait négocier avec ce régime, c'est en quoi il s'est trompé. Il a pensé qu'il a été dupé, et maintenant il ouvre peut-être les yeux et se dit que il serait peut-être bon qu'on se débarrasse de ce régime qui représente encore une menace existentielle. Dans sa charte, je vous rappelle qu'il est prévu la destruction d'Israël, comme dans la charte du Hamas. Donc encore une fois, on peut pas accepter ça, franchement. Christian Mallard. Oh, pardon. Non, j'ai dit Philippe. Christian Mallard, est-ce que, justement, Israël n'a pas parfaitement choisi le moment de cette attaque préventive, au moment où son crédit international, de toute façon, commençait à faiblir un petit peu, et d'autre part, vous l'avez dit, j'ai été frappé par le fait, évidemment, que Donald Trump est une sorte de matamor qui est en voie de recul à l'heure actuelle. Est-ce que Israël n'a pas choisi avec beaucoup d'intelligence le moment de l'attaque? Alors, quand il y a eu l'attaque du 7 octobre 2023, on a très vite été informé, la presse dans son ensemble a été informée du fait que la raison du choix du 7 octobre a été donnée par le Hamas sur ordre de Téhéran parce qu'on s'apprêtait à attaquer ce qu'on appelle un début de normalisation des rapports entre Israël et l'Arabie Saoudite.
Et donc, à partir de là, les choses se sont précipitées. L'Iran a donné les ordres au Hamas pour attaquer. Donc là, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a tous ces événements auxquels nous assistons depuis 4 jours et même avant. Mais je rappellerai aussi, si vous me le permettez en quelques mots, que l'Occident est grandement responsable de l'avènement du khomeïnisme, de l'ayatollarchie au pouvoir depuis longtemps. C'est de la faute à qui? 2 personnages qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing et Jimmy Carter, qui lors d'une réunion, un groupe G4 à la Guadeloupe, avaient décidé en février 79 de laisser tomber le Shah et de jouer la carte de Khomeini sans savoir à qui ils avaient l'affaire. Donc souvent, je note, qu'on arrive à ce type de situation incroyable et à cause de la faute des Occidentaux, des régimes occidentaux, des gouvernances occidentales qui sont parfois irresponsables. Jimmy Carter qui avait dit en parlant de Khomeini que c'était un homme de foi et de croyance, faut-il le rappeler? Je rajouterai les grands intellectuels de gauche. Oui, je rajouterai les intellectuels de gauche comme Jean-Paul Sartre qui étaient fascinés par cet homme qu'ils étaient allés voir à Neauphle-le-Château. J'ai 2 questions à vous poser, monsieur, qui est un grand spécialiste. Si jamais ce régime était effectivement déchu, par qui serait-il remplacé? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que la cause de la disparition d'Israël n'est pas le ciment de ce pays? C'est ça qui m'inquiète le plus, moi. Est-ce que c'est pas le fond du vrai problème? Très court, Christian Mallard, parce qu'on part au 0826 300 300. Non, alors, c'était la première question. Rappelez-moi la première question. Qui remplacerait le régime des Mollahs? Alors écoutez, il peut toujours y avoir dans ce type de révolution quelqu'un qui émerge, un homme fort de l'armée, un homme fort de la police, ce serait plutôt l'armée en ce qui concerne l'Iran. Maintenant, on parle beaucoup de quelqu'un que je connais très bien et que Philippe connaît aussi, c'est Reza Pahlavi, fils de feu, le Shah d'Iran, qui est plébiscité dans 26 des 31 provinces du pays où on souhaiterait que ce soit lui qui vienne. Alors que propose-t-il? Il ne va pas commettre les mêmes erreurs que celles de son père. Il veut proposer un régime laïque, un référendum sur un régime laïque. Il ne s'agira pas d'une monarchie constitutionnelle de type espagnol, comme on l'avait laissé entendre à un moment donné. Donc, est-ce que les Iraniens, est-ce que le peuple iranien est prêt à accepter ça? C'est une possibilité. Mais c'est vrai qu'on va parler de plus en plus de Reza Pahlavi, et peut-être d'outsiders, si je puis dire, qui émergeront et que nous ne connaissons pas pour l'instant. On part au 0826 300 300. Hervé d'Antony, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on a souvent été déçus par les annonces des analystes et des journalistes en particulier sur le caractère inéluctable d'un changement de régime. Alors moi je dirais que d'abord il n'y a pas de révolution islamique, il y a une contre-révolution islamique, parce que c'est un régime vraiment là hyper réactionnaire, régressif pour les libertés. D'ailleurs tout à l'heure Françoise de Gaulle, avec laquelle je suis pas souvent d'accord, a très très bien parlé, donc dont acte. Mais, on va faire un contrôle antidopage. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des signes avant-coureurs comme quoi il pourrait y avoir une déstabilisation, c'est-à-dire que les hiérarques du régime sont en train de se cacher, etc. Et il y a surtout au niveau géostratégique le fait que la Russie ne soutiendrait plus, nous soutient plus l'Iran. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, maintenant il faut laisser. C'est vrai que il y a quelqu'un qui est très inquiet pour savoir ce qui va se passer. N'importe comment, c'est comme dans toutes les révolutions, on ne sait jamais. Voir la Révolution française, c'est vrai qu'il peut y avoir un Bonaparte qui prenne le pouvoir, mais vaut mieux ça que ce régime qui n'arrête pas de pendre les homosexuels, les femmes qui laissent dépasser leurs cheveux. Et je trouve que les démocraties occidentales ont une part de responsabilité dans la mésinformation qu'il y a sur les rangs des Mollahs, puisqu'on montre presque jamais ces images. Pourtant, on voit des pendus régulièrement. Ah, c'est clair. Alors, le mot de la fin à Christian Mallard pour vous répondre, Hervé. En une petite minute. Ce qu'il faudrait suivre maintenant attentivement, c'est assez récent, c'est que Poutine s'est proposé comme médiateur entre Israël et l'Iran. Alors, simplement ce que je sais, alors de source béton, si je puis dire, c'est qu'à un moment donné, dans un passé pas si éloigné que celui-là, il y avait une collusion, j'utilise bien le terme de collusion, entre Benyamin Netanyahou et Poutine, à un moment où Poutine était très gêné par le jeu des Iraniens et du Hezbollah en Syrie. Et chaque fois que les Israéliens voulaient bombarder des zones à l'intérieur du territoire syrien où il y avait des Iraniens et du Hezbollah, il prévenait Poutine, qui lui disait
tu peux y aller, vas-y, ça m'arrange, tu peux y aller. Donc aujourd'hui, il faut voir si Poutine arrivera à jouer le rôle de médiateur. C'est pas évident parce qu'il aura quand même des ennemis, des gens qui se rendent compte, dont Emmanuel Macron, qui s'est déjà réveillé sur ce point en disant pas question que Poutine joue les médiateurs. Mais c'est vrai que l'attitude de la Russie sera assez déterminante parce que Poutine connaît bien les Iraniens pour faire du business des armes, des drones avec eux. Puis c'est les BRICS, Christian. Françoise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci en tout cas, Christian Mallard, consultant diplomatique international sur I24 News. Merci en tout cas d'avoir été si précis. Vous restez avec nous dans un instant. Bien sûr, on garde Anthony avec nous. C'est Hervé d'Anthony. J'ai dit quoi? C'est pas Anthony. C'est Hervé d'Anthony. Il habite à Anthony. Il a le droit d'habiter à Hervé s'il a envie. On dirait Bilger dans le qui c'est qui l'a dit. C'est rien à côté de ce qu'il va dire. Allez, le qui c'est qui l'a dit dans un instant, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dans cette formule, avec ou sans, qui c'est qui l'a dit? On nous dit avec. Bah Comme oui, disent les Belges, nos amis belges. Avec. Autour de cette table, Françoise de Gois est avec nous, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, Philippe Bilger, bien entendu, et notre ami Hervé d'Anthony, et non l'inverse. Parce que depuis tout à l'heure, Hervé, vous dites que vous vous appelez Anthony, mais pas du tout. Vous savez que c'est l'inverse quand même. Fille qui est de mauvaise foi absolue. C'est à vous de lancer le qui c'est qui l'a dit. Mais écoutez, moi j'ai pas bac plus 15, mais je vais essayer de faire au mieux. Hein. Oh bah c'est pas mal, c'est un bon lancement. Vraie voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et il est bon, et il sait qu'il est bon, Hervé. Allez, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, nous devons travailler de moins en moins. Ah, de moins en moins? Oui. Nous devons travailler de moins en moins. Attendez. Non. Clémentine Autain. Sandrine Rousseau. Clémentine Autain. Il avait déjà dit clé. C'était ce matin. À part clé de 12, je vois pas qui ça aurait pu être d'autre. Voilà, c'est ça. Ça aurait pu être Clémence Guettet ou Clémence Guettet. Maintenant. Non, pourquoi tu lui donnes, franchement? C'est normal. Maintenant, je retire. Qui c'est qui l'a dit, Hervé? T'as de mauvaise foi. Là, c'est les contre-pieds total. Il nous faut collectivement travailler plus. François Bayrou, non? Non. C'est pas très loin. Éric Lombard. Non. Et ça finit pareil. Éric Lombard. Lombard. Hectare. Non. Ministre. Attendez. Qu'est-ce que vous dites, Hervé? Non, c'est pas Gabriel Attal, non? Non. Un ministre? Non, c'est pas un ministre. Ah oui, c'est Maillard. Bonne réponse, Sylvain Maillard. C'est vous qui l'avez dit? Non, c'est Hervé qui l'a dit. C'est Anthony qui l'a dit. Non, c'est Hervé. Moi, je voulais dire Colin, mais bon. Colin Maillard. Attention. Hervé parle, on ne l'entend pas. Vous disiez quoi, Hervé? Maillard, j'ai dit Maillard, oui. Mais non, ce que je disais, oui. Non, c'est l'entité Anthony qui a parlé, oui, bien sûr. Non, mais qui parle, Hervé ou Anthony? Moi, je ne sais pas. Vous êtes combien à jouer là? On peut lui donner les 3 points. Mais il les a eu. Il les a eu, il n'a rien gagné. Il a gagné. On peut lui donner les 3 points. Il a donné la bonne réponse. Oui, on va lui donner. Je discute même les bonnes réponses. Allez. Qui c'est qui l'a dit sur l'exclusion de Sarkozy, de la Légion d'honneur? Il y a une volonté d'humilier. Hervé. Ah, j'en suis un peu. Non, c'est Barbella. Oui, c'est vrai. Mais cherchez le nom. Ah, d'accord. T'as vu comment il s'est... C'est incroyable. Mais est-ce que cherchez le nom, vos réponses? Parce que là, ça va être facile. Je cherchais le nom. On dit des absurdités depuis hier là-dessus. Alors, il y en a 3 ou 4. C'est qui l'a dit, Hervé, sur le terme salopard antisémite de Jérôme Gage à Jean-Luc Mélenchon? Les histoires d'amour parfois se finissent mal. Ils se sont tellement aimés. C'est bonne réponse de Hervé. Ouh, il est bon, Olivier Faure. Olivier Faure. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? Il est à 6 là. Je suis très fort, c'est tout. Voilà. C'est tout. Attends, il est à 6. Oui. Il est en train de gagner, super. En même temps, ils sont 2. Il y a Hervé et Anthony. Une entité qui règne sur quelle ville finalement? Anthony ou Hervé? Anthony. Marseille, parce qu'Hervé Marseille, là on tourne. C'est qui l'a dit à Olivier Faure? Rompez avec la France insoumise, rassemblez tous les socialistes et sociodémocrates. Je sais. Attendez, non mais c'est pas... Cazeneuve. C'est Cazeneuve. Non mais c'est l'auditeur toujours en premier. Mais l'auditeur l'a dit en même temps, donc Hervé marque. Cazeneuve tout de suite. Ouais, c'est bien. Il est fort. Arrêtez de parler tous en même temps. C'est Hervé qui l'a dit.
dit en premier. Qui c'est qui l'a dit, Hervé, sur le conflit Israël-Iran? Je ne crois pas que la Russie, qui est engagée dans un conflit, puisse être un médiateur. Facile. Macron. Bonne réponse. Ça s'appelle une raclée quand même, j'ai envie de dire. Oui, mais bon, on a tous les certains, réponses vous savez, aussi. ils prennent du plaisir. Hein. Question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Hervé, sur le Mercosur, il faut protéger nos agriculteurs. Beaucoup de pays de l'Union européenne partagent notre inquiétude vis-à-vis de ce traité. C'est pas la secrétaire. Oui, c'est pas la ministre de l'agriculture. Si, bonne réponse. Alors on va dire son nom. Annie Genevard. Voilà, Genevard, voilà. Mais Hervé, il fait un strike là. Ouais, Qui c'est c'est qui l'a dit, Hervé? Oui. Nous nous tenons prêts à contribuer à la protection d'Israël. Hervé. Je sais pas. Ce ne serait pas l'inévitable Barrot? Bonne réponse de Philippe Bilger. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Question, qui c'est qui l'a dit? Le sursis a un effet dissuasif sur la reproduction de la peine. Bon, c'est quelqu'un de gauche qui a dit ça. Oui. Mais je sais pas qui c'est. Allez-y. Bompard. Bonne réponse de Françoise Degois, Manuel Bompard, député LFI. Qui c'est qui l'a dit, Hervé, sur Nicolas Sarkozy? À tous ses détracteurs, je leur souhaite 1/100 de son courage. Ah ouais, je sais pas, là, d'accord. Ciotti. Louis Sarkozy. Bonne réponse de François Hurel, qui ouvre son compteur brillamment pour totale objectivité. Alors écoutez, je dois dire que Hervé, qui met un score de 15 points pour le qui c'est qui l'a dit, mérite une salle d'applaudissements. Alors, on divise par 2, ça fait 7,5 pour Hervé, 7,5 pour Anthony, mais ça fait toujours plus que les 6 points de Philippe Bilger et de Françoise Degois, et les 3 points de François Hurel. Donc Hervé et Anthony ont gagné, donc bravo Hervé d'Anthony. Voilà, c'est ça. Bravo, je super. modestement à Anthony, je vous le dis franchement. Ce qui est quand même super, c'est un jeu où on gagne rien en fait, à part le droit de jouer. Hervé, vous faites quoi dans la vie? On peut savoir ou pas? Oui, je suis enseignant historien, voilà. Ah, très bien. On sentait qu'il y avait. Ah non, mais il est vraiment, il est corseté. Il y avait des dossiers derrière, c'est sûr. Merci en tout cas. Non. Oh, si, il y a des gros dossiers quand même. Oui, il y a des gros. Non, mais je pensais que j'ai compris que j'avais triché, j'ai pas bien entendu. Ah non, pas du tout. On sent qu'il y a une culture et qu'il s'est passé quand même quelque chose. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Bravo à vous, alors, d'accord. Hervé, merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre vraie voix. Vous revenez quand vous voulez. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Ce sera le journal, la météo de Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Certains donnent les verges pour se faire battre et j'ai l'impression qu'ils s'en délectent. Eh bien, très bien. On en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h avec Philippe Bilger autour de cette table, Françoise Degois, François Hurel, président de l'Union des entrepreneurs, et vous au 0826 300 300 et vous nous laissez des messages avec Philippe David, on les écoute bien entendu. Bonjour, Éric de Moselle. J'écoutais votre invité qui parlait de la fin du numerus clausus. Alors effectivement, c'est une excellente idée. On l'attendait depuis longtemps. Le seul problème, c'est que ça va pas se passer tout de suite. On va pas en voir les bénéfices tout de suite. Il faudra au minimum 11 ans avant de former un médecin, peut-être 14-15 ans avant de former un spécialiste. Et donc, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps avant, effectivement, qu'on en voit les bénéfices, les conséquences. Merci, bonne journée. C'est pas faux, hein, Philippe Bilger. Tout prend du temps. Former un médecin, construire une prison, ça prend du temps, tout ça. Et c'est pour ça qu'il est inadmissible d'avoir retardé les inspirations bénéfiques. Oui, enfin le numerus clausus a été aussi un problème des médecins eux-mêmes qui ont c'est les syndicats de médecins qui ont tout bloqué parce que 71, c'est pas bien sûr parce qu'ils ne voulaient absolument pas partager la clientèle. Mais par rapport au temps, moi je trouve que c'est complètement tombé à l'eau parce que Bayrou n'en a rien fait. Mais je pense qu'un commissariat au plan, malgré le nom post-soviétique que ça pouvait avoir, c'est quand même très précieux. C'est un commissariat au plan pour comment dirais-je, planifier anticiper. Sur 10, 15, 20, 30 ans par rapport aux prisons, etc. C'est vraiment fondamental, à mon avis. François Hurel. La planification, ça a du sens. Et quand on n'en a pas, ça n'aboutit souvent qu'à l'addition des égoïsmes de chacun. Et ça, c'est la démonstration. Pile poil. C'est exactement ça. Les corporatismes
qui effectivement prennent le pas. Mais sur c'était une un vraie problème de planification corporatisme politique. pour revenir sur le numerus clausus. Mais c'est un problème effectivement de corporatisme. Il faut se souvenir quand même que le révolutionnaire de 1789 ne demandait pas de pain, il disait juste que Dieu nous garde de l'équité de nos parlements. Il luttait contre les corporatismes. Et ça, malheureusement, on a fait la révolution, et ben ils sont revenus aussitôt après parce que les Français adorent la norme et adorent les corporatismes. Oui, mais ils avaient aussi c'est comme la les mauvaises révolution. herbes, ça. Bon, Ça oui, repousse toujours. Voilà. Merci en tout cas. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David, mon cher Philippe. Je pense que le prochain livre de François Bayrou pourrait s'appeler Le masochisme pour les nuls. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cet été, vous allez rayonner. Préparez votre peau dès les premières expositions, sublimez votre bronzage et gardez un teint allé plus longtemps. Manaï Solaire, un complexe unique d'actifs dans une gélule végétale pour un teint naturellement ensoleillé et une peau éclatante de beauté. Manaï Solaire, un produit VitaVea. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio à Chalon-sur-Saône en DAB+. Sud Radio. Abîmés, déchirés, vos baskets peuvent encore marcher. Il suffit de les faire réparer par un réparateur labellisé. Profitez du bonus réparation jusqu'à 25 € déduit du montant à payer. C'est bon pour votre porte-monnaie. Retrouvez les réparateurs labellisés proches du lieu où vous habitez. Infos et conditions nécessaires sur bonusréparation.fr. Refashion, changeons notre monde durablement. Allô? Faire une pub 1, 2, 3 pare-brise? J'ai écrit un super avis Google, c'est déjà pas mal, non? Oui, j'ai eu 200 € en carte cadeau pour mon changement de pare-brise, et je suis pas comédien. Il y a 52 000 avis et 4,9 étoiles sur Google. Demandez à quelqu'un d'autre. 1, 2, 3 pare-brise, on n'a pas les meilleurs comédiens, mais on a les meilleures notes Google dans la catégorie vitrage auto. Conditions sur 123pare-brise.fr. 1, 2, 3 pare-brise. À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y a la petite qui dort à côté. Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant. Mais il y a faute là! Carton, monsieur l'arbitre, carton, monsieur l'arbitre! Oh. Dès mardi, Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 € d'achat et dans la limite de 40 €, modalité sur intermarché.com. Ford Pro. Allez patron, j'y vais. Attendez. Oui? Vous êtes branché, Benodier. Ah bon, vous trouvez? Mais non. C'est vrai que je travaille mon style. Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-Transit Custom, Benodier. D'accord, donc c'est nouveau. Bah, oui. Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez de jusqu'à 4 696 € sur le nouveau e-Transit Custom 100% électrique avec la prime CEE. Ford Pro. Prime CEE en vigueur pour personnes morales éligibles. Voir conditions d'éligibilité sur Ford.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix autour de cette table, mes amis. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, et Philippe David, bien entendu. Et pourquoi je dis Philippe David? Parce que c'est son heure. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve le secrétariat général à la planification écologique, et que la nomination du nouveau secrétaire général m'a quelque peu surpris. Alors tout d'abord, on se demande à quoi sert, dans un pays d'économie de marché, on va pas être d'accord, vu les propos tenus à l'instant, un secrétariat général à la planification écologique, le Gosplan ou plan quinquennal étant une réminiscence de l'ex-URSS, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas brillé par ses résultats économiques ni écologiques. Ensuite, à quoi bon nommer des personnes dans un énième comité Théodule qui ne sert strictement à rien, sauf à pondre des textes destinés à enquiquiner le monde au nom de l'écologie, à un moment où on cherche des dizaines de milliards. Mais c'est vrai, la baisse des dépenses n'est envisagée en France que pour les chômeurs et les retraités. Pas question de toucher aux machins qui permettent de planquer des copains. Enfin, l'heureux dominé au poste, Augustin Rougier, n'est pas la personne la plus neutre politiquement, a fortiori pour occuper un tel poste. Il a en effet été délégué général du parti Les Écologistes et ex-directeur de campagne adjoint d'Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Bref, une personne issue d'un parti pour occuper un secrétariat général, pourquoi pas, mais je vous laisse imaginer le tollé si, pour diriger un secrétariat général à l'immigration, on nommait l'ancien directeur de cabinet d'Éric Zemmour chez Reconquête. On aurait déjà les cris d'orfraie demandant la neutralité des personnalités nommées à ce type de poste, mais, comme d'habitude, les indignations sont encore et toujours à géométrie variable.
Enfin, cerise sur le gâteau, Augustin Auger est le fils de Marielle de Sarnez qui, pendant des années, a été la plus proche parmi les proches de François Bayrou au Modem. On voudrait se faire accuser de népotisme qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Même des personnes proches de la majorité sont tombées de l'armoire. Brice Couturier tweetant « Ils sont dingues, ça va mal finir » en voyant cette nomination. Je me demandais si c'était de la provocation ou de l'inconscience et je me demande après pure réflexion si ce ne sont pas les deux à la fois et si certains ne donnent vraiment pas en se délectant les verges pour se faire battre. Comment dire, j'ai souvent abusé, moi, de ce type d'indignation. Il m'est arrivé trop souvent de dénoncer des nominations parce qu'elles apparaissaient choquantes. Je ne suis pas persuadé que là, elle l'est. Alors, il a été choisi, il paraît qu'il est compétent. Certes, c'est le fils d'une personnalité qui a été extrêmement proche de François Bayrou. Il y avait d'autres candidats. Apparemment, c'est le meilleur. Je n'en sais pas plus. Oui, il a évidemment les compétences. Après, je pense qu'il y a une forme, pas de provocation, mais d'inconscience ou en tout cas de certitude qu'on va passer entre les gouttes. En réalité, faut être fou. Qu'on est dans un moment. Oui, qu'on est dans un moment. Vous savez, par exemple, provocation, non. Moi, j'ai le souvenir de Thomas Hollande, vous savez, qui adore la politique. Vraiment, il est avocat aujourd'hui. Il est avocat plutôt social, voilà. Mais il adore la politique. Et j'ai le souvenir de François Hollande que je connais bien, qui lui avait dit ça va être compliqué que tu fasses de la politique tant que je suis président, parce que il y a un moment donné, même si tu as le talent, par exemple, pour être député, etc., ça va être compliqué avec ton père président. Et moi, je trouve ça assez sain, en réalité. C'est-à-dire que même s'il a la compétence, en réalité, peut-être qu'il aurait fallu l'écarter pour s'éviter encore un malaise démocratique, en fait. François Hurel. Je partage absolument totalement. Je n'ai rien à ajouter. Rien à ajouter, très bien, vous restez avec nous, puisque Félix est là et là, lui, vous aurez il y a des choses... François. Alors vraiment, franchement, moi j'ai rien à ajouter. Les vraies voix Sud Radio. Et l'info en plus, Félix Mathieu, c'est une scène impressionnante. La télévision iranienne a été bombardée en plein direct par l'armée israélienne. Oui, à l'antenne, tout à l'heure, une présentatrice voilée en studio montre sur un écran derrière elle des images des bombardements israéliens sur l'Iran. Puis tandis que retentissent des premiers bruits de bombardements qui semblent toucher le bâtiment, elle réagit d'abord en haranguant les téléspectateurs. خیلی متشکر از اینکه با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیما است. آنچه که ملاحظه کردید الله اکبر الله اکبر الله اکبر مردم شریف ایران. Puis à un moment, la lumière et les écrans s'éteignent dans le studio au moment justement d'un bombardement plus important qui va provoquer l'interruption de la télé iranienne. فضای غبارآلود استادیوم. Et là, la présentatrice finit par sortir du champ. L'image n'est pas coupée immédiatement, sans doute pour se mettre à l'abri. La télévision d'État iranienne a ensuite, quelques minutes après, coupé ses programmes avant de les reprendre quelques minutes après. Mais la séquence montre cette stratégie de déstabilisation du régime en visant des lieux clés, évidemment, au-delà des cibles militaires ou nucléaires, lieux de pouvoir politique ou économique, des postes de police et donc les médias, la télévision. Donald Trump, en tout cas de son côté, a une nouvelle fois appelé l'Iran, il y a quelques instants, à négocier avant qu'il ne soit trop tard. L'Iran n'est pas en train de gagner cette guerre, a ajouté le président des États-Unis. Philippe Bilger. Oui, pardon, c'est un sujet tragique. D'abord, elle est courageuse, cette présentatrice iranienne, elle n'a pas peur apparemment. Et ensuite, Donald Trump est tout de même peu à peu réduit à donner simplement des avertissements. Quand je pense que c'était un matamor qui était capable de changer la vie internationale et en définitive, il fait beaucoup de recul. De commentaires. C'est ce que on avait dit et qu'on pouvait pressentir. Après, la réalité, c'est que Israël peut pas mener tout ça. Alors, c'est bien sûr le Mossad qui a énormément préparé le terrain, mais ils peuvent pas mener ça sans l'aide de toute façon des Américains. Donc, la logistique américaine, elle est quand même là pour les aider, je pense. Mais c'est la vraie question, comment se finira cette guerre ?
Après, vous prenez tout de suite les médias. Vous savez, par exemple, que Radio France, les gens peut-être l'ignorent, mais la Maison Ronde, ce qu'on appelle la Maison Ronde, eh bien, Radio France, vous avez des tunnels souterrains, vous les avez peut-être déjà visités, c'est très impressionnant. Et comme c'était la volonté du général de Gaulle, comme cette maison de la radio a été construite au moment de la guerre froide, en cas d'attaque, eh bien, vous avez en plus là des gens qui sont serre-fils, et vous descendez dans les studios, au sous-sol, avec c'est anti-atomique. Là, la radio peut continuer à émettre. Vous avez des lits de camp. Vous pouvez survivre sous les sous-sols de Radio France. Attachez-le. Incroyable. Eh bien, merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Philippe Bilger, on parle de quoi avec vous? On va parler un peu de ce qu'a dit Clémentine Autain ce matin. Ouais. Elle a dit quoi, par exemple? Elle a dit que le danger fasciste, bien sûr, était à l'extrême droite, et en même temps, elle nous présente comme une espérance l'union de la gauche. Ah, très bien. Françoise de Gois. Écoutez, des manifs maintenant, désormais, à Barcelone, notamment à Lisbonne, manifs contre le tourisme. C'est dingue, mais c'est vrai. Et avec vous, François Hurel? Coup de gueule contre la simplification administrative qui a toujours été promise et qui n'arrive jamais. Et je trouve que ministre après ministre, on nous parle beaucoup de simplification. Je vous donnerai quelques chiffres, ils sont édifiants. Et plus ça va, plus c'est compliqué. Oui, on en parle dans un instant. Plus c'est compliqué. Tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, et on est ensemble jusqu'à 19h, ça va, cher Philippe? Très bien, et vous, Cécile? David, bien entendu, tout va bien. Avec nos vraies voix du jour, autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise de Gois, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Et tout de suite, notre cher tour de table de l'actu des vraies voix. Mais on est chez les fous, là. Vous avez deux méthodes de pompage. Ah, d'accord. Vous pompez la chaleur qui est dégagée. Ah oui. Chaud, je ne me sens pas très bien. Vous pompez, vous faites de la chaleur l'hiver. Mais d'abord, il fait pas si froid que ça. Elle est en permanence mal interprétée. Le tour de table. De l'actualité. Vous en dites des bêtises, hein, Philippe, les Philips. Non, moi j'expliquais comment fonctionnait une pompe à chaleur. Il prétendait cacher son vice derrière des explications techniques. Non, mais c'est incroyable. C'est fou. Mais en fait, votre esprit est toujours tourné vers le Cap d'Agde. Ma chère Françoise, toujours. Quand on prend certains extraits qui vous sont imputables. Mais jamais c'est des histoires de fesses, hein, moi. Il y en a une un petit peu. Jamais. C'est toujours des insultes, en revanche. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Je dois tout entendre. Allez, un jour, on fera une diffusion des jingles, ils sont extraordinaires. On fera une émission à partir de minuit, ce sera bien, on pourra tout dire. Non, mais la mauvaise foi de Philippe David, c'est que quand Philippe Bilger n'est pas sur ce terrain-là, il lui crée une déviation pour l'emmener sur ce terrain-là. C'est ça. C'est ce qu'on appelle créer des ouvertures au football. Oui, mais Philippe David, vous êtes un maléfique. Oh, je vous en prie. Voilà, vous êtes un maléfique, c'est très bien. Je crois que je suis le diable avec sa oui, fourche, vous êtes ses le cornes. Ah, vous avez oublié de dire avec ça que c'est marrant. Excusez-moi, je n'y ai pas pensé, moi, contrairement à vous. Ah non. Je vous jure. Avec ses fourches, sa corde. Droit dans les yeux. S'il ne pense pas, c'est que ça ne doit pas être très violent. Enfin, allez. Philippe Bilger, vous allez évoquer. Ah oui, Clémentine Autain. J'aime beaucoup Clémentine Autain, que j'ai la chance que j'ai pu connaître sur le plan personnel, amical. J'avais beaucoup apprécié le livre qu'elle avait écrit à la suite d'un viol qu'elle avait subi. Et ce que j'aimais, c'est qu'elle ne faisait pas dans la politique du pire, très courageuse. Mais ce qu'elle a dit ce matin m'a frappé parce que, bien sûr, elle considère d'abord que l'Iran a le droit d'invoquer le droit international, et Françoise a dit ce qu'il fallait en penser tout à l'heure. Deuxième élément, elle croit nous emballer sur le plan civique en disant à la fois que l'extrême droite aujourd'hui en France est une menace suprême et que de l'autre côté, pour nous consoler, elle nous promet une union de la gauche qui nous procurerait du bonheur. Je pense que ce double, cette chaîne avec deux bouts contradictoires ne sont plus de nature aujourd'hui à plaire aux citoyens français.
Françoise de Waal. Je pense que je suis pas d'accord du tout avec vous. Je pense que c'est ça le duel gauche-droite va revenir. C'est la fin du macronisme puisque Emmanuel Macron se représente pas. Donc en même temps il disparaît parce qu'on sait tous que c'était finalement de la poudre de perlimpinpin. Le duel gauche-droite va revenir et je trouve ça assez sain. Vous pensez que la gauche c'est l'enfer et la gauche, nous on pense que c'est les jours heureux et que c'est la droite l'enfer. Mais d'une certaine manière c'est formidable parce qu'on revient, si vous voulez, au débat idéologique, de vision de société. Je trouve ça très intéressant. En réalité, tout a été atténué et redonné, totalement euphémisé depuis 8 ans. Et regardez le résultat, tout le monde est cul par-dessus tête parce que cet en même temps, finalement, ne reposait que sur une personne, Emmanuel Macron. Mais désormais, vous voyez tout à fait la gauche et la droite qui vont se refaire face avec, je parle même pas d'extrême droite, je parle de Bruno Retailleau, vous aurez ou Hollande ou Olivier Faure ou François Ruffin en face, et on va avoir un vrai combat idéologique. Et moi, ça me va très bien. Excusez-moi, vous enterrez déjà Édouard Philippe et Gabriel Attal qui ont quand même quelques ambitions présidentielles. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, en tant que figure de droite, Édouard Philippe se considère pas tout à fait comme ça. Il se considère comme l'héritier du macronisme. Je parlais droite, gauche, extrême droite, Bardella ou Le Pen, extrême gauche, Mélenchon. Donc, je trouve ça, ce qui est en train de se passer, en fait. François Hurel. Alors moi, ce que je trouve, ce qui est malsain, c'est que le débat se cristallise sur les deux extrêmes. Et ce que je trouve extrêmement... Alors, je suis très favorable à un débat droite-gauche, parce que c'est des vraies visions de société qui peuvent être un peu différentes. Elles sont pas si éloignées que ça, et on vit dans une société pacifiée. Ce qui me gêne, c'est le débat extrême-droite, extrême-gauche, qui nous promet une société qui n'est plus pacifiée. Oui, mais qui n'est plus pacifiée. Et moi, je ne supporte pas ça. Non, mais moi, ça me révolte. Excusez-moi, mais lors de la dernière présidentielle, la candidate de la droite traditionnelle a fait 4%, la candidate de la gauche traditionnelle, 1,75%. Bien sûr, et Jean-Luc Mélenchon... Parce qu'il y avait le vote utile en réalité, c'est-à-dire que ça le macronisme disparaissant, peut-être, parce que je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'il va émerger une social-démocratie, parce que finalement, je crois vraiment à cette démarche. Je crois vraiment à la social-démocratie à l'allemande. Mais le problème, c'est que on n'est absolument pas capable aujourd'hui. Et ce qui me fascine, c'est qu'un pays qui a voté pour en fait une candidate d'extrême droite est en train de nous donner une leçon de social-démocratie. L'Italie. Oui, mais n'exagérez pas. Moi, je veux bien que Mélanie soit la 4e merveille du monde. Ah non, pas du tout. Mais je dis qu'elle est suffisamment caméléon pour essayer de... Bien sûr, elle ne fait pas de la social-démocratie. Mais Mélanie ne fait pas de la social. Mais écoutez, moi, je vis entre la France et l'Italie depuis 10 ans. Et quand je dis je vis, je ne fais pas semblant d'y aller en week-end. Donc arrêtez avec l'idée de Mélanie qui fait de la social-démocratie. On peut tout de même le dire. Mais vous avez le droit de le dire, mais c'est pas vrai qu'elle est social-démocrate, Mélanie. Elle ne l'est pas. Je dis qu'elle le fait. Mais c'est pas vrai. Mais où est-ce que vous dites que c'est une société social-démocrate ? La régularisation de 500 000... Non, enfin, excusez-moi, ça c'est pour les migrants, mais vous avez vu sa théorie sur l'immigration, vous avez vu sa théorie sur les droits. Mais non, mais sa pratique... beaucoup, mais les actes ne le sont pas. Elle a régularisé 500 000 uniquement pour pouvoir travailler dans les champs, notamment en Sicile, pour ramasser des... Eh bien, c'est pas ça, la social-démocratie. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on raconte ? C'est la compréhension de l'économie. Soyez assez... Non, mais soyez... C'est juste la compréhension de l'économie. Giorgia Meloni est une conservatrice qui est en train de passer de l'extrême droite italienne au PPE, c'est-à-dire à la droite conservatrice, pour se recycler. Écoutez, vous n'allez pas nous faire maintenant de Meloni un leader de gauche. Parlez-moi de Sanchez. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que je milite, moi, pour une politique qui pacifie et qui ne cherche pas systématiquement la confrontation des extrêmes. C'est ça qui me gêne. On n'est pas obligé simplement d'aller sur la droite. Ce serait une social-démocratie à la danoise. Oui, ce qui nous intéresse, bien sûr. Non, c'est pas ça. C'est un débat apaisé. Moi, vous aimez la gauche que quand elle s'appelle Manuel Valls. Il n'est pas très Vous avez apaisé. raison, ma chère François. Chacun son tour. Non, mais c'est... Non, mais c'est intéressant. Moi, je souhaite un débat apaisé. Oui, mais là, vous avez raison. Moi, je suis d'accord, François, avec ce que vous dites, et je pense qu'on va y arriver en réalité. 2 ans avant, on dit le problème des incarnations. Vous savez, l'incarnation en soi, ça n'existe pas. L'incarnation, c'est quand à un moment donné, l'opinion change de regard sur
sur vous. J'en parlais ce matin avec un ancien président de la République qui est de mes amis. On parlait de ça. Je lui dis à un moment donné, toi, tu sais, pendant 15 ans, tu as été premier secrétaire. On t'a traité de tous les noms. Framboise des Bois, Fraise des Bois, Monsieur 3%, Monsieur Petite Blague. Tout le monde, vraiment, s'est foutu de toi alors que tu étais premier secrétaire. T'étais le dernier des derniers. Il y avait les stars, DSK, Fabius, etc. Et toi, tu étais le minable. Et en réalité, celui qui est devenu président, c'est toi, parce qu'à un moment donné, les gens ont changé de regard sur toi. Et je pense que vraiment, l'incarnation, c'est ça. C'est à un moment donné de l'opinion qui change. Donc je ne suis pas inquiète pour le manque d'incarnation à gauche, à droite, au centre. Pas du tout. Voilà, merci pardon, excusez-moi. Beaucoup, Françoise. François Hurel, coup de gueule sur la simplification administrative, toujours promise, mais on n'en voit pas le bout. Enfin, en tout cas, le début. C'était le choc de simplification de François Hollande. Au choc de simplification, complexe sur la simplification. Et puis j'ai recherché un peu quelques chiffres. Le code de l'urbanisme, il a augmenté en 10 ans d'à peu près 750%. Le code de commerce, il a augmenté en moins de 10 ans de 645%. Le code général des impôts, il est resté relativement stable. Et le code de l'environnement, il a augmenté d'un peu plus de 800%. C'est absolument hallucinant. C'est et aberrant. nul n'est censé ignorer la loi. Après ça, je me suis en fait intéressé parce que ça me concerne. Que devait connaître un entrepreneur qui a 0 salarié? J'ai fait les 3 premiers codes. J'en suis déjà à 6000 lois. 6000 lois. Les anglo-saxons, au Canada, ils ont un code applicable à toutes ces petites entreprises qui fait 320 pages. C'est tout. Donc il y a vraiment une vraie question à se poser. Et je pense que la méthode qui en fait voudrait créer des lois de simplification, de grandes lois de simplification, on n'a même pas fait le bilan de ce que devait supporter un entrepreneur en fait aujourd'hui. Petit, moyen, en fait ou grand. Et le pire, c'est qu'on a créé maintenant autour de ça une économie de la simplification. Il y a les gens qui sont spécialistes de l'économie de la simplification et en réalité qui militent que pour la complexité. Parce que ça leur permet d'en vivre. Et ça, pour moi, c'est un vrai coup de gueule. Et ça suffit, parce qu'il faudra qu'à un moment donné, là, pour le coup, on fasse une vraie nuit du 4 août. Vous avez totalement raison, François, mais d'abord, les gens qui rêvent de simplification sont parfaitement de bonne foi. Tout le monde en parle. Deuxième élément, la France, je crois, a un raisonnement assez pervers, ou discutable plutôt. L'idée que pour correspondre à toutes les facettes du réel, il faut alourdir les textes, les enfler, alors qu'on pourrait penser l'inverse. Répondre à tous les cas de figure. Les grandes orientations sont nécessaires, mais qu'elles suffisent et qu'on compte après sur l'intelligence et l'adaptabilité des citoyens. Mais un exemple, pour créer en fait une entreprise, en France, il y a 27 statuts possibles. Aux États-Unis, 3, au Canada, 2. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve avec 27 statuts ? Effectivement, on adapte la loi à tous les cas de figure possibles. Ah oui, je trouve ça quand même c'est le nombre de statuts d'entreprise, c'est insupportable. Je ne sais pas si c'est si insupportable que ça. Pardonnez-moi, je parle pas. Je ne sais pas si c'est si insupportable. Je ne pense pas que vous supporteriez à un moment donné la simplification à l'extrême des États-Unis, parce que qui dit simplification entre 2 et 27, il y a un gap. Non, je suis d'accord, Cécile, avec ce que vous dites, mais. Moi, la simplification est toujours un mot qui me fait très très peur. Et d'ailleurs, c'est ceux qui le manient le plus qui, après, sont les premiers à hurler. Je pense que ce qui fait la force aussi de ce pays, peut-être sa faiblesse, c'est la capacité justement à faire de la dentelle. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait autant de statuts. Ça me gêne pas qu'il y ait autant de peines différentes si on parle de la justice. Ça me gêne pas, parce que je pense que c'est aussi la garantie, si vous voulez, de quelque chose de plus égalité, liberté, égalité, fraternité. Je pense que ça correspond à la devise républicaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suivrais volontiers si le régime de l'auto-entrepreneur, qui était le plus simple, très simple, finalement, en fait, ne canalisait pas 90% de la création. Ça veut donc dire que la simplification répond à 90% des gens. Faut-il créer une petite dentelle pour les 10% qui restent ? Sans doute oui. Sans doute oui. Oui, mais vous avez une limite de plafond. Vous avez une limite de plafond. Oui, mais justement, attendez, on a instauré une limite de plafond. Pourquoi ?
Pourquoi en faut-il en faire une? Eh bien parce qu'on a voulu nourrir la complexité. Et les gens qui critiquent aujourd'hui le régime, ça fait 15 ans qu'ils le critiquent, ils auraient mieux fait de militer pour que leur statut ou leur situation devienne aussi simple que le régime de l'auto-entrepreneur. Je pense qu'ils y auraient gagné beaucoup plus. Allez, Françoise de Gaulle. C'était beaucoup de gueule. C'était très bien. Les manifs à Naples, Barcelone et à Lisbonne contre le surtourisme. Je vais très vite parce que c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé, mais ça m'a frappé que ce week-end, les gens descendent dans la rue, y compris des hôteliers. Alors là, c'est complètement dingue pour dire on ne peut pas continuer. Concurrence déloyale. Ils criaient même pas contre Airbnb. Ils crient les gens sur le fait que, en réalité, quand vous avez des zones qui deviennent surtouristiques, tout augmente. C'est-à-dire les restaurants augmentent, même ta baguette de pain augmente, et évidemment les loyers augmentent. Et en fait, la plupart des gens ne peuvent pas suivre parce que c'est pas parce que vous êtes dans une ville touristique que votre salaire dépend de la fréquentation touristique. Et donc, je pense qu'il y a un vrai mouvement. Alors, on l'a déjà vu, évidemment en France, avec joie, l'île de Bréa qui a déjà canalisé, les Calanques qui canalisent, etc. Le nombre de visiteurs. Mais je trouve ça quand même très intéressant de ce qui est en train de se passer. Et j'entends ce que disent vraiment les habitants de ces villes. Barcelone, Naples, c'est un enfer, par exemple. Moi, j'aime pas trop Barcelone. En fait, je m'en fiche un peu. Mais Naples est une ville assez peu connue par rapport à Rome ou à Florence. Et en réalité, je vois à Naples, eh bien, à Naples, les salaires sont très faibles. C'est l'Italie du Sud. Et vous avez des armadas de touristes. Et donc, tout le monde augmente. Sur le port de Naples, maintenant, vous ne pouvez plus avoir un repas à moins de 20 ou 25 euros. Et l'italien, le napolitain, il ne peut pas suivre. Donc, j'entends ce qui est dit. C'est intéressant. Ouais. Philippe, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est qu'il y a des territoires qui meurent justement de ne pas avoir de touristes, pendant que d'autres se battent pour en. Moi, j'ai l'impression il va y avoir de moins en moins de territoires qui ne vont pas être conquis par le tourisme. C'est marrant. On avait notre auditrice qui appelait la Corrèze. La Corrèze. Il n'y a pas de surtourisme, en fait. Non, mais vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus. Formidables. Moi, j'ai un copain qui habite à la Souterraine. Il me dit, mais en fait, il y a une augmentation. En fait, maintenant, on voit, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a de plus en plus de gens qui viennent en Creuse, alors que c'est le désert français. On peut y aller tranquille. Mais tant mieux. Ouais, on peut y aller tranquille pour y faire comme quoi ça. On salue la Creuse. Non, mais je veux dire, pour bien, y développer, par exemple, une entreprise, par exemple. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait un énorme paquebot, on sait pertinemment qu'il va déverser en une fois 6000 personnes pour une journée. Venise, c'est l'enfer. Alors Venise vient d'instaurer. Venise, c'est plus tenable, c'est dramatique. Venise vient d'instaurer. C'est catastrophique. Venise vient d'instaurer 5 € maintenant pour entrer dans la ville. Ah oui, c'est ça. Oui, mais est-ce que ça ralentit? Ça ralentit un peu, à minima, mais pas beaucoup. Donc il y a un vrai effet. Non, il n'y a pas un vrai effet, il y a un petit effet minuscule de que dalle. Merci mes amis pour ces sujets très intéressants. En tout cas, dans un instant, c'était le top départ ce matin du bac, avec la philo. Les terminales ont donc réfléchi sur l'art, la liberté ou la vérité, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que cette matière que seule ou presque la France enseigne au lycée vous paraît essentielle? Et à la question, la philosophie a-t-elle une raison d'être au baccalauréat? Vous dites oui à 67%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on sera avec Gabriel Lalperne qui sera avec nous dans quelques instants. Docteur en philosophie, diplômé de l'École normale supérieure, auteur de Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain aux éditions Fayard. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle trouve ça important, en tout cas pour les bacheliers. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger autour de cette table. Françoise Degois, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, et Philippe David, bien entendu. Et vous, au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir, bien sûr, pour ce coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le coup d'envoi du baccalauréat. Terminus pour les terminales. Dans quelques jours, le lycée, c'est fini, à condition de décrocher son bac. Mais voilà, quand on tombe sur ce genre de sujet... Le passé a-t-il plus de réalité que l'avenir? Oh non. Si? Non. Yalta moins x plus 2 facteur de Eisenhower égale Austerlitz à la racine carrée de la ligne Maginot. Si? Je ne veux pas ce sujet non plus. Vous avez un sujet préféré? Le foot. La vie. Cette sale race. Ça fait 4 heures. Faut passer ton bac. Faut passer ton bac, faut passer ton bac. Ah, fais croyer.
Et dès 8h ce matin, coup d'envoi des épreuves du baccalauréat. Les lycéens de terminale ont donc bûché sur une dissertation ou une explication de texte. La technique, la vérité, la liberté et l'art étaient au programme de cette épreuve de philosophie, sans cesse remise en cause. Alors parlons vrai. Est-ce que les cours de philo ont laissé des traces dans votre vie d'adulte? Et à la question, la philosophie a-t-elle une raison d'être au baccalauréat? Vous dites oui à 67%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité est avec nous, Gabriel Alperne, docteur en philosophie, diplômé de l'école normale supérieure, auteur de Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain aux éditions Fayard. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger, alors. Bien sûr que la philosophie a une raison d'être au baccalauréat, et comment dire, là, en m'excusant de faire référence à une expérience personnelle, tout simplement parce que une fois qu'on est passionné par la philosophie dans le secondaire ou après, naturellement ça induit une certaine qualité de pensée tout au long de sa vie. Moi, j'ai toujours été passionné par la philosophie, même si j'ai cru avoir davantage l'esprit littéraire que philosophique. Mais ce qui me paraît central, et je le vois, pardon, avec cette présentation un peu narcissique de l'Institut de la parole, je suis frappé de voir à quel point on voit immédiatement ceux qui ont fait de la philosophie ou ceux qui n'en ont pas fait. Ceux qui n'en ont pas fait ne sont plus capables, dans le monde d'aujourd'hui, de penser de manière non utilitaire mais gratuite. Et les autres, c'est fabuleux, ils peuvent penser de manière gratuite. Et je pense que ça vient très directement d'un apprentissage philosophique dans le scolaire. Françoise Devoix. Oui, la philosophie, ça vous aide à penser le monde de toute façon, même si vous ne la comprenez pas immédiatement. Mais là, Philippe est en train de ranimer les grandes guerres entre les littéraires et les scientifiques, alors qu'il y a beaucoup de scientifiques d'ailleurs qui sont très bons en philo, parce que, notamment sur la base du raisonnement. Mais pour ce qui est, j'ai envie de dire, moi je le vois avec le personnel politique, vous avez les poétiques, et ce sont des esprits vraiment philosophiques qui réfléchissent, et puis les politiques tableau XL. J'ai toujours dit et expliqué que nous n'entraînons pas une nation avec des tableaux XL. On entraîne une nation avec une vision, avec des concepts. Moi, je suis dingue de politique et de philosophie. Et de philosophie politique, n'en parlons pas. C'est une passion, s'entraîner à la réflexion et ouvrir à chaque fois un peu plus son propre cœur, parce que finalement, ça sert à ça, la philosophie. Ça sert à devenir un être humain complet qui est capable d'élargir son cœur à chaque instant, me semble-t-il. François Hurel. Moi, dans ma vie, j'ai dû faire de la philosophie de comptoir, en fait. C'est pas grave, c'est vachement bien aussi. Mais elle est bien. Elle est bien. Oui, c'est bien. Finalement, moi, à mes yeux, c'est une façon de développer son esprit critique. C'est une façon de s'interroger. C'est une façon de penser. Alors certes, elle est au contrepoint peut-être de la matière du français et puis la philosophie, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que elle doit se développer, parce que tout ce qu'on se dit sur cette société de violence qui ne comprend plus rien, qui ne se parle plus, qui travaille avec des écrans, qui passe son temps, finalement, la philosophie, c'est tout le contraire. C'est exactement le bonheur de discuter et d'échanger avec des gens qui pensent pas forcément comme vous. Et d'avoir un regard qui est un peu nouveau. C'est pour ça que j'ai fait des études en fait de droit. C'est parce que j'adorais le fait qu'il fallait être avocat de toutes les causes. Et Gabriel Alperne est avec nous, docteur en philosophie. Ça doit lui faire plaisir en fait. De l'école normale supérieure et auteur de ce livre, Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain aux éditions Fayard. Alors voilà, vous avez des passionnés de philosophie autour de cette table. Qu'est-ce qui vous a plu déjà, vous, dans la philo ? Alors moi, effectivement, ça a été une vraie rencontre, la philosophie, d'ailleurs même bien avant la terminale, puisque dès mes premiers cours de grec au début du collège, je découvrais les dialogues de Platon. Et finalement, moi qui me suis toujours posé un milliard de questions, eh bien, quand on aime se poser un milliard de questions, la philosophie est vraiment la discipline par excellence. Donc ça a été finalement une véritable vocation. Mais finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que quand je rencontre les gens et qu'on parle philosophie, la première chose que les gens me disent, c'est leur note
note en philosophie. Alors, ça peut être un grand patron du CAC 40 ou alors un ministre ou voilà. Donc des gens, voilà, comme si finalement la note au bac de philo avait vraiment finalement traumatisé certains ou marqué d'autres, montrant par là que finalement la philosophie c'est pas une matière comme les autres. Voilà. Et je pense que finalement c'est peut-être un peu le drame de la philosophie en terminale. On en fait à la fois trop jeune et trop tard. Parce que finalement, quand on est un petit enfant, on se pose des questions très philosophiques. Et en même temps, on est tellement immature en terminale. Et c'est bien des années après où finalement on se rend compte à quel point la question de la vérité, du bonheur, de l'amour, de la liberté sont des questions essentielles dans notre vie. Et on se dit attentif. Alors il y en a certains qui ne sont pas matures très longtemps après la terminale. La parole à Philippe Bilger. Vous ne pensez pas que la philosophie, d'abord, est-ce que vous ne considérez pas que la philosophie, à l'époque où on pouvait considérer, et vous évoquez le grec, bien sûr, est-ce que la disparition des humanités, au sens où je l'entends, n'a pas été un déficit pour l'apprentissage philosophique? Et deuxième question, et pardon, je la finis vite. Est-ce que vous ne pensez pas que la spécificité de la philosophie, c'est d'avoir pour objet central la pensée et que ça la distingue radicalement de toutes les autres matières? Alors, grande question, je vais répondre rapidement. Oui, bien sûr, effectivement, c'est vrai que la disparition des humanités, et le grec, le latin, c'est effectivement quelque chose d'absolument terrible. Et ces mots-là, en tout cas, enfin, la philosophie grecque, enfin, la philosophie grecque a pu naître précisément grâce à la langue grecque. Donc c'est intéressant, effectivement, de pouvoir renouer avec les humanités. Et moi, je déplore justement le divorce croissant entre la technique et les humanités. Il est temps justement de réunir ces mondes. On voit bien avec toutes les questions posées par l'intelligence artificielle, où va l'humanité, qu'est-ce que l'être humain finalement aujourd'hui, ces questions-là vont devenir prépondérantes. Après, par rapport à la deuxième question sur la question de la pensée, je dirais que oui, bien sûr, la philosophie c'est la pensée, mais la pensée vide ou abstraite, ou la pensée pour la pensée, je m'en méfie parce que moi je crois fondamentalement dans la philosophie pratique et appliquée. C'est vraiment ce que j'ai en tout cas voulu défendre comme conception de la philosophie dans mon livre Créer des ponts entre les mondes. Finalement, on a beaucoup trop distingué la pensée et l'action, la théorie et la pratique. Et de ce fait, malheureusement, on a des pensées absurdes et des actions qui sont myopes ou vides. Et donc finalement, il est temps de réconcilier justement ces mondes. Et si la philosophie veut être utile à la société, et elle doit l'être, eh bien, elle doit bien sortir parfois de ce monde un peu déconnecté du réel et affronter le réel, affronter le monde, et ne pas seulement être dans la pensée, mais être dans c'est quoi la question de l'entreprise aujourd'hui, c'est quoi la question du collectif, c'est quoi la question de la démocratie, des questions extrêmement concrètes, encore une fois, si elle veut pouvoir avoir un regard fécond. Mais moi, je pense, Gabriel, qu'il y a quand même un engouement pour la philosophie en réalité. Moi, je vois par exemple les succès de Philosophie Magazine. Alors, bien sûr, c'est peut-être de la philosophie easy listening, mais en fait, on s'en fout. On a les interviews de Jean Kelevitch. On comprend très bien qu'est-ce que ça veut dire l'abstraction. On peut comprendre Kant. On peut comprendre Nietzsche, mais on peut aussi comprendre ce dont vous parlez, la philosophie du quotidien. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'avais découvert Histoire de la folie, bien sûr, de Michel Foucault, dans une émission de radio, et je trouve que la philosophie est de plus en plus prégnante, y compris dans les émissions de grande écoute. La preuve, nous sommes une émission de grande écoute, et en fait, on est en train de s'éclater à discuter avec vous, et je suis sûr que les auditeurs, dans leur bagnole, ils se disent, c'est super bien d'avoir une prof de philo, parce que, tiens, oui, ça, c'est vrai. Donc, est-ce que vous sentez pas qu'il y a un engouement en philosophie, oui, bien sûr, docteur en philosophie. Vous pensez pas qu'il y a quand même un engouement maintenant pour la philosophie, parce qu'on se heurte finalement aux grandes questions existentielles? On a fait le tour de la technique, en fait. Exactement, il y a un engouement et il faut s'en réjouir, et c'est ça ce que je trouve absolument extraordinaire avec la philosophie, c'est que contrairement à toutes les autres disciplines, on peut dire qu'il y a eu un progrès. Je veux dire, dans les mathématiques, il y a un progrès, dans toutes les sciences, il y a un progrès, mais finalement, en philosophie, il n'y a pas vraiment de progrès. Enfin, sur la question de la vérité, de la liberté ou du bonheur, est-ce qu'on est plus avancé que Aristote en son temps ou que Montaigne? Non, pas vraiment. Et c'est ça justement qui fait toute la beauté de la philosophie, c'est que finalement, l'amour, la liberté, le bonheur, le politique, enfin voilà, toutes ces questions-là, ce sont des questions universelles qui auront leur justesse finalement et leur pertinence
dans 50 ans ou dans 1000 ans. Même la question de la mort, voilà, même si on va peut-être la repenser avec le transhumanisme, mais en tout cas, toutes ces questions-là sont des questions atemporelles et universelles. François Hurel. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est deux questions. D'abord, ne croyez-vous pas que la philosophie se présente aujourd'hui trop comme une matière d'élite ? C'est des penseurs, ils vivent dans leur monde, et finalement, il est inaccessible pour beaucoup de gens, et elle est maltraitée. Elle est maltraitée parce qu'en fait, elle est trop élitiste, elle est trop à part. Et ma deuxième question était, vous avez à un moment donné parlé de, on n'a pas suffisamment la maturité pour pouvoir penser en fait effectivement au terminal. Je peux partager. N'empêche que la réflexion de la philosophie, elle doit naître jeune. Elle doit naître jeune parce que sinon, on la comprend plus jamais. Et j'ai quand même le sentiment qu'on devrait l'enseigner beaucoup plus tôt, parce que derrière le mot de philosophie, il y a un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle la tolérance. Et la tolérance de la pensée, ça doit s'enseigner très jeune. Donc, c'est la philosophie qu'on devrait enseigner en 6e. Ah, dès la 6e, c'est pas mal. Ah oui. Juste, non, mais pas l'enseigner au sens philosophique. Mais commencer les prémices. Faire comprendre qu'il y a une matière à penser. Voilà. Gabriel Elpern. Exactement. Merci de me répondre. Alors, merci beaucoup pour ces deux questions très intéressantes. Je réponds rapidement. Parce que les autres étaient nuls. Merci Gabriel Elpern, on était des gros nuls. Moi et Philippe. Super, il y a que. Est-ce que j'ai 3 points? Vous avez 3 points. Non, je ne sais pas combien vous allez avoir au bac de philo, mais évidemment. Allez-y, Gabriel. Sur la question de l'élitisme, oui, bien sûr, vous avez 1000 fois raison. Et effectivement, et c'est vraiment ce que je dénonce dans mon livre, c'est qu'il y a vraiment un côté incompréhensible. Enfin, quand on lit un certain nombre de philosophes, oui, de fait, c'est une langue qui est pas forcément grand public. Quand on entend un certain nombre de philosophes, d'ailleurs, y compris contemporains, effectivement, c'est pas une langue grand public. Et ça, pour le coup, c'est un problème parce que c'est au-delà du mépris social, c'est presque un mépris humain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dommage parce que finalement, tout ce savoir, toute cette réflexion n'est pas mise à la portée du plus grand nombre. Et ça, pour le coup, effectivement, encore une fois, si le philosophe veut être utile à la cité, il va falloir qu'il descende du monde bien confortable des idées et qu'il puisse effectivement se mettre tout en gardant évidemment sa hauteur de vue, mais en tout cas qu'il soit à même de pouvoir traduire ses travaux dans la langue de tout le monde. J'adore votre phrase. Ça, pour le coup, c'est vraiment essentiel. Mais je ne cherche pas la bonne note, toi. Alors, allez-y, Gabriel. Et la deuxième question. Pardon, je fais ce que je dis parce que, par exemple, moi je me suis astreinte à cet exercice. J'ai traduit dans une bande dessinée ma thèse en philosophie, alors les 800 pages dans un format de BD. Qu'est-ce que c'était la thèse? C'est vraiment génial. Qu'est-ce que c'était la thèse? Ma thèse était sur le thème pensée l'hybride, voilà, sur la question de l'hybridation, et j'en ai fait une bande dessinée, la fable du centaure, autour de l'histoire d'un petit centaure à qui il arrive plein d'aventures, et finalement c'est une bande dessinée pour jeunes, enfants et adolescents, et finalement c'est un merveilleux support. À partir de là, j'ai fait des ateliers philo dans un hôpital pour enfants malades, avec des enfants qui avaient entre 3 et 10 ans, et justement c'était génial parce que ça revient, je rejoins du coup la deuxième question que vous posiez, c'est que finalement ces petits ateliers de philosophie pour des enfants et des jeunes adolescents, ça marchait très bien. C'est un bon support justement pour aborder ces questions. Et je termine juste avec ça. L'année dernière, j'ai fait un atelier de philosophie pour des jeunes Grecs avec l'Institut français en Grèce à Athènes. Et là, c'était génial parce que je leur ai demandé quelle est la différence entre une plante et un animal, entre un animal et un être humain, entre un être humain et un robot. Et finalement, avec toutes ces petites questions, ils ont fait des dessins. C'était entre atelier philo et atelier de dessin. Et c'était génial parce que finalement, ils ont pu réfléchir à cette question, finalement, où va notre humanité à l'ère des robots. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu et un devoir de la part des philosophes d'être grand public s'ils veulent être utiles à la cité, sinon la philosophie ne servira à rien. Et deuxièmement, oui, effectivement, il faudrait faire de la philosophie dès le plus jeune âge. Et tout au long de la vie. Et exactement. Merci beaucoup, Gabriel Elpern. Génial. Vous êtes solaire. Vous allez nous donner des cours un peu, rabouler un peu ici. Moi, j'ai toujours une question philosophique qui me tarabuste. Philippe Bilger est-il le Nietzsche des vraies voix? Oh non, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais le problème, on comprend, ça n'est pas un philosophe, on ne le comprend pas, c'est un philosophe. C'est une très belle phrase. En tout cas, Heidegger et Luc Ferry. Gabriel Elpern, je vous incite, s'il vous plaît, à acheter, et s'il vous plaît, Françoise, à acheter ce livre, Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain, aux éditions Fayard. Voilà, et vous êtes la bienvenue quand vous voulez chez nous. Celle-là, une vraie voix sublime. Ah ouais, sublime. Oui, merci beaucoup. Elle gagnerait le jeu. On se fait buter, bien sûr.